Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter Louisette Lapointe-Toupin, qui vient nous présenter son livre tout chaud sorti de l'impression. Elle nous fait l'honneur de le présenter pour la première fois ici. Je te remercie. Et on va parler un peu de son livre et de tout ce qui est alentour. D'abord, je voudrais savoir comment t'es venu le goût, l'idée d'écrire. Eh bien, d'abord, ça fait... moi, quand j'étais dans l'enseignement, disons, Oui. et durant l'été, j'allais souvent suivre des cours. OK. Et j'avais pris des cours pour me perfectionner spirituellement là, en philosophie de la vie. Parce OK. qu'après ça, on pouvait donner ces conférences-là. Ah bon, OK. Donc, à la suite des conférences, il y a des personnes qui me disaient... Pourquoi que tu n'écris pas un livre? Une dame, la première, là, c'est une dame, elle dit, pourquoi que tu n'écris pas un livre? Tu sais, j'avais jamais pensé à ça. T'avais pas pensé à ça? Alors, j'ai dit, ça a resté là. Tu sais, la graine était là, mais elle a germé. Et au fil des années, bien, je me suis dit, sais-tu, c'est une idée, ça. Fait que, puis il y a des fois des personnes qui m'en parlaient, tu sais, ils me disaient ça, ben tu devrais écrire un livre, tu as tellement de choses à dire. Il aurait aimé ça, avoir ça par écrit pour consulter ça, après. Ouais. Bon. Puis autre chose aussi, Oui, en fin de compte. Alors, il y a à peu près 5-6 ans, j'étais allée au Mexique passer quelques mois, puis la première année que je suis allée, ben, je me suis dit... Bon, ben je vais faire... moi, c'est pas la plage qui m'intéresse, puis toutes ces affaires-là, hein. Fait que j'ai dit, ben je vais commencer à écrire ça, ce livre-là. Alors, j'ai commencé à l'écrire. L'année suivante, là, je faisais du bénévolat, j'avais moins de temps, mais j'ai continué quand même dans l'écriture. OK. Et après ça, j'ai laissé ça là. Ah bon? Parce que, là, le bénévolat me prenait plus au Mexique, puis, tu sais, j'avais moins de temps. Alors... quand je suis revenue cette année du Mexique, mon livre, là, j'ai dit, on n'avait plus rien, là, tu sais, plus de bénévolat, plus rien, là, c'était... donc, je me suis dit, mon Dieu, mais ce serait le temps de continuer ça. Ben oui. Alors, c'est ça, donc j'ai repris l'écriture, puis c'est ça, je l'ai produit, tu sais, tout mis ça sur ordinateur, parce que franchement, moi, l'ordinateur, j'étais pas trop habituée dans ça. Fait que, tu sais, j'ai tout appris, là. Puis c'est ça, j'ai il produit, il est sorti avant les fêtes, mais là, vu la pandémie, je ne l'avais pas mis ça en place tout de suite. Quel est le pourquoi, là, à part la demande d'une personne, toi, Ouais. pour toi personnellement, pourquoi tu voulais écrire? Moi, je voulais écrire, je veux dire, c'est parce que... Pour partager? Oui, pour aider certaines personnes. Je me suis dit, si j'aide une personne avec mon livre, ça va déjà être beaucoup. OK. Puis, il me semble que j'avais des choses à dire, parce que tu sais que je trouve que quand on était jeune, là, on était beaucoup pris par la religion, puis toutes ces affaires-là. On a été... je dis pas que la religion, ça a été mauvais, là, c'est pas ça, mais je veux dire, on était pognés, comme on dirait, par ça. C'était la religion qui réglait tout. C'est ça. Oui. Puis, je veux dire, on était, tu sais, les péchés, puis toutes ces affaires-là, là, on était pris par ça. Puis donc, même je rajouterais, moi, on nous faisait peur avec exactement, c'est ça. C'était un régime de peur plus que d'amour ou de compassion. Oui, c'est ça. Alors, avec l'âge, j'ai cheminé dans ça. Donc, je voulais parler de ce cheminement-là. OK. Comment on en vient à se sortir de ça, puis avoir autre chose, avoir la vie belle, avoir un père, tu sais, une force supérieure qui est bonne, puis avoir autrement. À devenir, dans le fond, plus positif et non pas négatif vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Non. Bon. Parce que la peur, ça apporte jamais quelque chose de bon. Non. Alors, il faut aller dans l'autre sens. Il Oui. faut aller vers l'amour, puis l'amour, c'est une force extraordinaire. On la connaît pas, cette force-là. C'est Einstein qui disait que l'amour, c'est une énergie qui est comparable, ça devrait être le 5e élément de la vie, tu sais, de l'univers. L'amour devrait faire partie de ça. De ces éléments-là. C'est ça, parce qu'il dit que c'est une force qu'on ne connaît pas. Les gens ont peur un peu de l'amour parce que
ils savent pas où ça peut nous mener. Tu sais, c'est vrai, l'amour, Ouais. là, c'est fort, mais c'est la seule force, en fin de compte, on ne contrôle pas par notre volonté. Hein. Oui, c'est On la vrai. contrôle pas. C'est pour ça qu'elle fait peur. Hein? Ce qui est intéressant aussi dans ton livre que j'ai lu, c'est que tout ce que tu as vécu t'a amené à ces réflexions-là. T'as amené dans ton livre, il y a deux parties, dans le fond, là. Ouais. Une partie où tu racontes un peu plus ta vie Ouais. comme telle, puis une partie où ce sont les réflexions qui sont là, ce qui t'a amené à ce que tu viens de nous dire, là. Ouais, c'est Bon, ça. là, on va regarder un petit peu ton cheminement ensemble. Disons, la partie de ta vie. Peux-tu nous le résumer un petit peu pour les gens, là? Moi, je l'ai lu, là, je sais pas mal, là. Ah, ben la partie de ma vie, c'est sûr que j'ai. Bon, Moi, là, tu as c'était. parlé que tu étais Ouais, j'ai été enseignante. dans l'enseignement. Moi, l'enseignement, c'était ma. J'ai adoré l'enseignement. Tu sais, j'étais tout petite, puis je disais que j'allais faire une maîtresse d'école. Ah Dans ce bon, dans ce temps-là, temps-là, c'est ça, c'était oui. ça. Puis ça a toujours continué, ça a toujours été comme ça. Quel niveau t'enseignais? J'enseignais au primaire dans le OK. temps parce que j'étais jeune, là, disons. J'ai même été directrice de l'école à Sainte-Praxède, là. À Puis, Saint-Praxède, OK. quand c'est devenu une école centrale. Ensuite, ben là, je me suis mariée dans ce temps-là. On arrêtait d'enseigner. Oui, c'est vrai. J'ai fait de suppléance. Je n'aimais pas beaucoup ça. C'est Là, moins agréable, c'est hein? ça. Oui. Ouais. Après ça, j'ai été... là, j'ai voulu retourner sur le marché du travail. Donc, j'ai été avec les handicapés. Je veux dire, j'ai été travailler en art plastique avec des personnes handicapées. Puis là, ben vu que j'ai travaillé en art plastique, je me suis même perfectionnée en art plastique. C'est là que j'ai été me chercher un bac puis en art. Étais-tu dans la région tout le temps, là? Oui, Oui? toujours à Telford. OK. Puis ensuite, bien là, à la commission scolaire, ils ont ouvert des postes pour les arts plastiques à l'élémentaire. OK. Donc, j'ai fait l'application. Puis là, Ah, j'ai OK. continué Puis dans ça. t'enseignais les arts plastiques à C'est l'élémentaire ça. après. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, dans ton livre, après que tu as été mariée, tu as voyagé beaucoup, beaucoup. Ouais. Peux-tu nous parler peut-être d'un endroit particulier qui t'a... Je sais qu'il y en a un où tu as subi une opération, là. Je me rappelle d'avoir vu ça, là. Ouais. Je ne sais pas si c'est celui-là qui t'a marqué davantage, là. Ben, Mais celui-là, ça doit être assez spécial, là, ça. ouais, celui-là, il m'a marqué beaucoup parce que c'était aux Indes, mais j'étais pas allée faire du bénévolat aux Indes. Non, là. tu étais allé en voyage, C'est hein, ça, c'est on ça? était allé en voyage. Alors que un autre qui m'a... où on allait faire du bénévolat, mon époux et moi, c'était en Bolivie. OK. Et en Bolivie, on vivait toutes sortes de péripéties, là. Je me souviens... celle que j'ai trouvée la plus difficile, disons, c'est quand on était arrivé... on avait versé, tu sais, dans ces coins-là, les rues, les routes, là, c'est Presque impraticable parfois, là. Ouais. Puis on avait versé en autobus, Non. disons, dans tu sais, parce que c'était trop boueux, puis tout ça. Alors, on était en retard, puis là, on arrive à Cochabamba, puis là, ben, mon époux était supposé d'être là avec le directeur de l'orphelinat pour nous attendre, puis Oui. nous amener chez les religieuses où on devait coucher. Puis là, ils nous disent en arrivant qu'on ne débarquait pas au même endroit parce que Cochabamba était en état de siège. Ah bon? Alors là, tu sais, je me demandais, moi, j'étais avec un autre bénévole, j'ai dit, mon Dieu, ils savent-tu, eux autres, là, qu'on ne débarque pas à la même place? Ouais. Puis en fin de compte, oui, ils étaient là, mais là, quand on est arrivé, ils nous ont dit, bien, on peut pas prendre de taxi pour s'en aller chez les religieuses. Il faut s'en aller à pied. Puis là, vous êtes une religieuse puis un prêtre. Parce que c'est ce qu'Yvon avait dit aux policiers pour, tu sais, qu'ils le laissent passer. Il dit, j'ai une religieuse puis un prêtre. Il dit qu'ils descendent, il dit, de l'autobus. Ah, ça fait que toi, tu étais la C'est ça. religieuse. Moi, j'étais la religieuse, puis l'autre, il était le prêtre. Ah bon? C'est ça qu'il leur a dit pour être capable de venir. Parce que nous sans ça... je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Ah, Là, OK. tu sais, il ne voulait pas. Il dit, monsieur, et puis lui,
Yvon, il passait un peu pour un prêtre parce qu'il y avait toujours une croix. Puis, tu sais, il était un bénévole laïque, mais il passait un peu. Fait que là, il dit, là, ils l'ont laissé passer. Puis, hey, on s'en allait à travers les rues, là, puis c'était tu sais, du monde avec des carabines partout, puis du feu, puis et eux autres, en Bolivie, là, ils font comme des arrêts, là, puis là, ils mettent des branches, puis des vieux pneus, puis toutes sortes d'affaires, puis là, c'est le feu dans mon ça, Dieu! puis tu t'en vas au travers de ça, là, je te dis que t'es pas gros. Non, hein, ça doit pas, ça doit pas. Fait que, puis en fin de compte, ben là, on a vécu quelques jours là, dans ça, cette affaire-là. C'était en état de siège, tu disais, c'était une révolution au niveau du Une pays? révolution à cause de il y avait mis une taxe. Il avait remis une taxe sur l'eau, puis les gens ne voulaient pas. OK. C'est ça qui avait entraîné. C'est ça, oui. Puis là, c'était. Puis mon mari disait qu'eux autres, ils étaient à Cochabamba, ils avaient été là par affaire, là. Puis il disait que c'était impressionnant. Il dit, quand on voyait, il dit, les gens, il dit, qui arrivaient des campagnes, là, il dit, c'était les gens des campagnes. C'est la pauvreté, là. Hein? Oui. Alors, eux autres, ils n'étaient pas capables de payer encore un surplus pour l'eau, là. Puis il dit, tu voyais arriver ça tout partout. Il dit, c'était des milliers et des milliers de personnes. Puis si je ne me trompe pas, la Bolivie, c'est un pays montagneux, hein? Montagneux, très montagneux. Que quand tu parlais de l'accident, là, c'était probablement des routes de montagne, oui, c'est ça. Des routes de montagne, puis c'est ça, tu sais, la boue, puis quand il pleut, là, les roches, ça descend, ça ferme les... fait que c'est des routes très étroites, très accidentées. Oui. C'est ça. Puis, bon, ben, en tout cas, cette partie-là, j'ai trouvé ça intéressante aussi. Puis j'en reviens pas, le nombre de pays que tu as visités. C'est énorme, les voyages que tu as faits. Oui, ben, je me compte chanceuse d'avoir pu, d'avoir pu visiter. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ton livre, où c'est un peu plus ton cheminement personnel qui est relevé. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, bien, c'est ça. Je me dis, tu sais que... comme je disais, quand on est jeune, tout est péché, puis tout est mauvais, puis bon, là, il faut que tu chemines dans ça, il faut que tu grandisses. Alors, moi, quand j'ai commencé à donner les conférences, bien d'abord, j'avais suivi la formation pour donner ces conférences-là. Alors là, ça m'a beaucoup aidé, là, tu sais, à grandir, à cheminer, à s'apercevoir que la vie, c'est quelque chose de beau et de bon, puis il faut en profiter. Puis, comment je dirais ça? Accepter ce qui est et en trouver du bon. Ça, c'est ma phrase, ça. Je me dis, on vit tous des passages obligés, des choses qui sont plus difficiles, mais c'est de trouver ce qu'il y a dans ça qui va nous amener plus loin. Comme on disait tantôt, trouver le positif dans toute situation, oui, dans le fond. Il y en a toujours. On ne le voit pas nécessairement quand on le vit. Non. Parce que moi, je sais bien que quand mon mari est décédé, j'ai trouvé ça un peu... mais je me suis dit, ça va m'amener à quelque chose de plus grand. La loi du meilleur, elle existe. Hein? Mais c'est parce que quand arrivent des épreuves comme ça, on le voit pas. On le voit pas sur le coup. C'est après, là, tranquillement. Mais quand on est convaincu qu'il va y avoir du meilleur, ça nous aide à passer à travers. Oui, c'est vrai. Je me disais, moi, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé de même, mais un jour, je vais comprendre. Oui. Puis je me dis, bien, avec le temps, tu t'aperçois que oui, tu prends plus de... Tu t'organises plus tout seul. Hein? Tu parlais de conférences. En as-tu donné beaucoup? Où est-ce que tu donnais ça? Ici, comment ça fonctionnait? Ah, mon Dieu, j'en ai donné, au début, j'en ai donné à Drummondville. T'as commencé plus loin? Plus loin parce que j'avais quelqu'un que je connaissais là, puis il me prêtait son restaurant. J'en ai donné un peu à Disraeli. Parce que il y avait une personne qui donnait la même chose ici à Telford. Ah bon, OK. Mais quand j'ai pris ma retraite, là, elle n'en donnait plus ici parce qu'elle était malade. OK. Donc, j'ai commencé à les donner ici à Thetford et j'en ai donné au moins une quinzaine d'années, je pense. Ah oui? Oui. De façon régulière? Régulière, c'est-à-dire que j'en donnais à l'automne. OK. Je donnais une session à l'automne. Au commencement, j'en ai donné une à l'automne et une au printemps, mais après ça, j'en ai donné une session à l'automne. Mais quand tu dis une session, est-ce que c'était
plusieurs conférences, comme un cours? Ou, C'est-à-dire que c'était, mettons, au début, c'était 10 semaines. Ouais, Ah, 10 OK. rencontres. À la fin, c'était 8. OK. Alors, c'était... Ah, quand tu disais conférence, je pensais que c'était une fois, moi, où tu parlais Ah non, non, C'était un genre de Oui, formation. un genre de... Oui, c'est ça. C'était... Les conférences, ça s'appelait Philosophie de la vie. OK. Alors, c'était pour amener les gens à une meilleure philosophie, une meilleure compréhension de la vie, puis aussi du cheminement personnel. Là. Il y OK. avait les deux. Tu sais, OK. c'était... Peux-tu nous parler un petit peu de sujets que tu traitais là-dedans? Oh mon Dieu, il y avait... Quelques-uns, là. Je te demande pas de faire la conférence. non, le subconscient, mettons, notre OK. subconscient, on sait que dans notre subconscient, il y a bien des choses. Après ça, j'en donnais une sur la peur, parce qu'on doit... La peur, on a toutes des peurs, hein, puis la peur, c'est pas ça qui nous fait avancer dans la vie. Non, c'est vrai. Il faut lâcher. Donc, c'était de trouver une façon d'avoir confiance, tu sais, à une force supérieure. Ça devait être un élément important, ça me semble. Hein? Ça doit Ouais. être quelque chose de très important comme Ouais. conférence, celle-là. Oui, elle était importante, c'est sûr. C'est toujours avoir confiance en la vie. Oui. Puis lâcher prise. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il faut accepter le moment présent, vivre notre moment présent. C'est donc important, ça. Ben oui. Puis, c'est vrai. je veux dire, on est porté à aller plus loin, hein? Toujours à anticiper et à se faire peur d'avance, dans le fond. C'est ça, À se exactement. faire peur d'avance. hein. Ouais. Bon, tout à l'heure, tu m'as mentionné, avant qu'on entre en ondes, que tu voulais parler un petit peu des personnes âgées. Oui. Je te laisse la parole, là. Bien, je vais te dire, quand je suis revenue du Mexique l'année dernière, parce qu'on a dû revenir plus tôt à cause À cause de la COVID. de la COVID, j'arrive ici, puis là, les personnes de 70 ans et plus devaient rester à la maison. Ouais. On ne pouvait même pas aller faire notre épicerie. Oh, ça, là, moi, ça m'a... J'en revenais pas. J'ai dit, mon Dieu, je suis donc bien vieille. Il faut que je reste à la maison pour plus... je suis même pas capable de faire mes commissions. C'est vrai que ça nous a fait prendre conscience de notre âge. De notre âge. Ah là. Mais là, après ça, j'ai dit, les personnes âgées, ici, comment on les voit? Puis là-bas, là, même en Bolivie, c'était comme ça. Puis au Mexique, c'était comme ça. Au Mexique, là, j'allais faire du bénévolat dans un endroit où c'était des enfants plutôt handicapés, ou OK. physiquement ou mentalement. Puis il y avait un professeur qui disait aux enfants, on est chanceux, nous autres. On a une étoile avec nous autres. Il disait, Louisette, elle sait beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Elle a voyagé, elle peut nous apprendre beaucoup d'affaires. Mais on est chanceux, tu sais. Puis nous autres ici, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées? On les envoie dans des maisons, puis on s'en occupe à peu près pas. Hein? Fait que là, ça commence un petit peu à changer, mais en tout cas. Ouais. Mais encore. Fait que là, j'ai dit, mon Dieu, que là, je me dis, tu sais, on est dans des pays sous-développés, puis ils prennent soin de leurs anciens comme ça. Puis nous autres, ici, dans des pays riches, comme on est là, puis on les met de côté. En Bolivie, ils ne comprenaient pas ça. Ils disaient, comment ça se fait que vous mettez... Nous autres, ils disaient, on s'organise avec la famille. La famille a grandi, mais on garde nos personnes avec nous autres. Alors que ici, c'est pas ça. Hein? Je vois avec tout ce que tu dis, ça ferait un autre sujet de conférence. Ouais. Ce serait peut-être quelque chose qui intéresserait les gens. Ah, c'est vrai, c'est bon. vrai. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Puis je suggère aux gens de Ouais. lire ton livre. Le J'aimerais titre, ça c'est d'en parler un Cheminement. petit peu, ouais. Ah, je voulais parler de la couverture. Oui, J'ai oublié. c'est ça. C'est comme un dessin d'oiseau. Ouais. C'est moi qui... Ben, j'étais professeur d'art, donc Ça je fait fais un que peu t'en as d'art. Hein. profité. C'est ça, c'est un genre d'oiseau qui signifie notre envol. Hein? OK. Alors, on s'en va toujours vers du meilleur. Vers du meilleur. C'est ça. Donc, ce qu'on voit dedans, là, il y a des endroits, c'est plus gros, d'autres, c'est plus petit. Alors, ça représente tout ce qu'on vit durant notre vie. Si vous voyez, il y a un cœur qui Le finit. bec, oui. Alors, ça veut dire qu'on doit
cheminer vers l'amour et dans l'amour. Puis il y a des petits C dedans, ça veut dire que l'amour nous amène à cheminer. Ah, Alors, ben, c'est un un peu... dessin très symbolique. Oui, c'est symbolique. C'est très beau. Ouais. Je te remercie beaucoup et j'espère que les gens vont se procurer ton livre et le lire. C'est très intéressant. Il est en vente à la librairie L'Écuyer. Ah bon, c'est bien. Ouais. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Ragnar Johansson, un écrivain islandais. Le titre, c'est La dernière tempête. Ce livre-là fait partie d'une trilogie, le dernier d'une trilogie. Le premier, c'était La Dame de Reykjavik. Le deuxième, c'était L'île au secret. Et le troisième, La dernière tempête. Ragnar Johansson, c'est des noms peut-être un peu étranges parce que c'est pas courant ici, mais il y a une particularité en Islande qu'il faut que je vous explique. Le son à la fin de Johansson veut dire le fils de Johan. Si c'était une fille qui écrivait le livre, ce serait Jonas Dottir. Dottir veut dire fille de et son veut dire fils de. En Islande, il n'y a pas de nom propre. Ça fonctionne comme ça. Le prénom, puis après ça, le nom suivi de son pour un fils, c'est-à-dire le prénom du père suivi de son pour un fils, ou le prénom du père suivi de Dottir pour une fille. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que quand vous voyez des noms islandais, vous allez souvent voir des noms qui se terminent par son ou par Dottir. Je reviens au livre. Le livre, c'est un livre de 256 pages. Ça se passe, bien sûr, en Islande. Le livre se passe 10 ans avant le deuxième de la trilogie et 25 ans avant le premier de la trilogie. C'est bizarre, mais le troisième devrait peut-être être le premier, aussi drôle que ça puisse paraître. Parce qu'on explique ce qui s'est passé avant pour l'inspecteur dont on parle et ça nous aide à comprendre des comportements et des agissements que dans les autres livres, on se posait des questions parce que je les ai lus dans l'ordre. Bon, dans celui-ci, l'enquêtrice qui s'appelle Hulda Hermannsdottir, donc vous comprenez que c'est fille de Hermanns, a 40 ans. Et l'histoire se partage en deux. Il y a une partie de son histoire à elle, Hulda, et une partie de l'histoire de deux personnes dans une ferme très isolée dans une région de l'Islande qui est... ils ont une ferme, mais ils sont isolés complètement. La maison la plus proche est quand même à une certaine distance et après ça, c'est le village. Même les chemins ne sont pas ouverts. L'histoire se passe en 1988. Le début, il y a un prologue en 1988. Après ça, ça revient 2 mois après. Donc, on l'envoie pour enquêter, on envoie Hulda dans cette région-là, parce que c'est pas à Reykjavik, là. Reykjavik, c'est la capitale. On l'envoie là pour enquêter, parce qu'on a trouvé des cadavres qui sont là depuis probablement avant Noël. Et ça se passe que 2 mois après les fêtes. Et dans le livre, on retourne en arrière avant les fêtes pour la vie du couple dont je parlais tout à l'heure. Les prénoms du couple, c'est Einar et Erla. Ils demeurent seuls, ils ont une fille, ils demeurent seuls dans la maison, ils attendent leur fille pour Noël, c'est la veille de Noël. Arrive chez eux un personnage qu'ils ne connaissent pas, mais il y a une violente tempête à l'extérieur, on ne voit ni ciel ni terre, et il dit qu'il s'est perdu. Donc, l'homme du couple lui offre l'hospitalité. Elle est plus réticente, mais sans trop savoir pourquoi. Puis, il couche dans la chambre d'amis, dans cette maison-là, puis la femme, Erla, est inquiète et elle s'organise, elle essaie de ne pas dormir, en tout cas de dormir le moins possible durant la nuit. Et durant la nuit, elle l'entend marcher. Elle l'entend sortir de sa chambre, monter l'escalier, aller au grenier. Et là, elle est très inquiète. Et c'est ces deux personnes-là que l'on retrouve quand on dit qu'on envoie Hulda
C'est bien ça, oui, Hulda, pardon. Hulda enquêtait sur le décès de 2 personnes. Elle s'en va enquêter sur le décès de ces 2 personnes-là. Et bien sûr, quand elle commence son enquête, l'autre individu qui est arrivé là n'est pas là. On ne le retrouve pas tout de suite. Je vous laisse le plaisir de le lire pour connaître la suite. C'est un livre quand même très intéressant avec une fin absolument inattendue. Ma petite pensée cette fois-ci, c'est, vous savez que vous avez lu un bon livre quand vous tournez la dernière page, vous avez la sensation de perdre un ami. Merci, à la prochaine fois.